Bonjour à tous, bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce dans lequel je reçois des commerçants et retailers qui viennent me partager leurs bonnes pratiques et leurs recettes gagnantes pour vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent Kretz, fondateur de Cosa, cabinet de conseil en strat digital avec une mission simple, aider les marques à bien se raconter pour mieux vendre. Et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Léa Morali, qui est directrice e-commerce de Sœur, et Charles Binet, qui est directeur du produit et du design chez Depict, pour cet épisode qu'on enregistre en partenariat avec Depict, justement, un épisode A3. Qu'est-ce que c'est Depict ? C'est un outil avancé et visuel de e-merchandising permettant une meilleure découverte de produits, mais tu nous en diras plus dans un instant. C'est une société que vous avez créée, qui a été créée depuis 4 ans, qui compte déjà plus de 300 clients. Dont Sœur, dont on aura aujourd'hui un retour d'expérience sur le sujet du e-merch. Et Sœur, alors, chers auditrices, chers auditeurs, on a eu un souci technique, donc j'ai enregistré 3 fois l'info, je ne sais pas si je l'ai dit, 3 fois l'intro, je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc je le redis. Marque de vêtements, sacs, chaussures et accessoires pour femmes, misant sur une mode élégante, intemporelle et inclusive. Une marque fondée en 2008 qui fêtera ses 20 ans dans 2 ans, dans 3 ans, pardon, qui réalise 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont un tiers en ligne, et tout ça repose sur les épaules de Léa. En face de moi, on va parler dans un instant. On parlera aussi des grands chantiers que vous avez menés ces 2 dernières années, puisque tu es arrivé il y a 2 ans. On parlera du push sur l'international, plus de 50% aujourd'hui, du digital sur l'inter, versus 35 l'année dernière, donc une belle progression. On parlera aussi de d'omnicanalité, évidemment, avant de laisser la part belle dans cet épisode au e-merchandising. Bienvenue à tous les deux. Merci. Très heureux de vous recevoir pour ce troisième début d'enregistrement qui, j'espère, cette fois, sera la bonne. Charles, merci d'avoir fait le trajet. Charles arrive de Suède. Est-ce que tu peux me présenter brièvement Depict et l'enjeu du e-merchandising pour les marques que vous accompagnez ? Bien sûr. Donc Depict, on a été créé il y a 4 ans. On s'est lancé dans l'e-commerce. Mais ça fait à peu près 2 ans qu'on se spécialise dans le merchandising, spécifiquement sur Shopify. Et l'e-merchandising, c'est vraiment comment on présente ses produits en ligne, comment on présente sa grille de produits avant que l'utilisateur, le consommateur, trouve le produit qu'il veut et ajoute au panier et évidemment achète. Il faut vraiment transmettre son image de marque, la richesse de son catalogue et mettre à jour son inventaire, et rester au goût du jour de manière éditoriale et visuelle. Et c'est comment on présente en fait en ligne, comme on le ferait sa vitrine ou sa boutique, mais vraiment le faire sur son site. Et c'est ce que Depict permet de faire très facilement. J'espère, en tout cas, c'est mon objectif de créer l'outil d'e-merchandising le plus puissant, mais aussi le plus facile d'utilisation. C'est vraiment mon objectif. Depict.ai, Depict.ai, et effectivement j'ai eu la démo et je crois qu'on peut voir une démo en ligne de manière visuelle et très simple. On peut faire du drag and drop, gérer plein de règles aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, en fonction des stocks, des prix, de la saisonnalité. On peut dupliquer des lignes, dupliquer des produits et gérer vraiment une liste de produits qui peut être une liste dans une catégorie, sous-catégorie ou dans des résultats de recherche en fonction de règles qu'on aura définies. Exact. Je l'ai bien dit. On a plein de choses dont on pourra en parler plus tard. Parce que c'est un outil assez profond. Donc on va y revenir. Formidable. Léa, commençons par toi. Dis-moi brièvement d'où tu viens et puis on va parler de Sœur, du positionnement de la marque, du marché. Et puis on parlera ensuite de tes enjeux et tes chantiers ces 2 dernières années. Très bien. Du coup, moi, je suis directrice e-commerce. Je m'occupe de toute la partie e-commerce, CRM et service client pour la marque Sœur. Depuis 2 ans, comme tu l'as dit, je viens du monde du digital. J'ai toujours travaillé dans le e-commerce. Je suis un petit peu geek sur les bords, mais aussi du monde de l'habillement parce que j'ai toujours travaillé dans la mode. Donc voilà, 2 personnalités qui se rejoignent dans mon travail. Et voilà. Sœur qui a été créée en 2008, c'est ça, par deux sœurs. Exactement, comme le nom l'indique. Angélique et Domicile Brion, avec Domicile qui est encore à la tête de Sœur aujourd'hui et qui est notre directrice artistique, qui s'occupe de toute la partie produit. Au sens large. Sœur qui était rentrée chez Experience Capital, enfin plutôt l'inverse d'ailleurs, Experience Capital qui était rentrée au capital de Sœur et
et une sortie il y a 2 ans. Il y a 2 ans, chez exactement. Style Capital. Exactement. Moment de ton arrivée. Alors, c'était un hasard. C'est un hasard complet. Mais ça arrive de là. Mais effectivement, on a été racheté à 60% par un fonds italien en octobre dernier. Parle-moi de Sœur, son positionnement, son ADN. Sœur, c'est une marque qui, je pense, a un positionnement assez spécifique avec une identité de marque qui est très forte. Je pense que pour les gens qui connaissent la marque et qui nous connaissent, vous pourrez le voir, c'est une marque qui apporte énormément d'attention aux produits, d'attention aux détails, ce qui peut être assez proche, je pense, de beaucoup de marques plutôt avec des positionnements qui sont beaucoup plus créateurs ou luxe. Nous, l'idée, c'est de pouvoir apporter ce détail de produit et cette créativité, mais sur un positionnement qui est un peu plus moyen de gamme et un peu plus accessible en termes de pricing. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la force de Sœur et son succès aussi. C'est ce positionnement assez spécifique avec un produit qui est pas forcément commercial, enfin, qui peut être un peu parfois un peu plus niche, mais qui va être très, très étudié. Et comme je l'ai dit, Domitille est encore là et on a la chance d'avoir une présidente qui est en fait une personne qui vient du monde du produit. Donc c'est un peu différent de beaucoup de marques qui se créent aujourd'hui. On va avoir des profils qui sont beaucoup plus commerciaux. Et c'est, je pense, vraiment ça qui fait l'ADN de la marque. Donc Domitille sur la partie créa. Ouais. Et Angélique était sur quelle sur toute la partie plutôt business. Okay. Et du coup, aujourd'hui, on a une directrice générale qui est arrivée il y a, pas dire de bêtises, mais 5 ou 6 ans, pour reprendre cette partie et qui du coup qui s'occupe de toute la partie commerciale. Ok. 80 millions d'euros en 2025, dont un tiers sur le digital, pardon. C'est l'objectif. Combien de boutiques et combien de points de vente sur le reste? Aujourd'hui, et quel réseau de distribution? Aujourd'hui, c'est une 50aine de boutiques, enfin de points de vente en propre. Ouais, okay. Exactement, avec une 30aine de boutiques et après c'est du corner. On ouvre pas mal en retail avec un peu sur le même focus que le digital, beaucoup d'international. On vient d'ouvrir une boutique à Rome. On a ouvert en Belgique à Knokke-le-Zout. Le Deauville belge pour ceux qui connaissent pas. Comment tu dis? Knokke-le-Zout, j'espère que je le dis bien pour les auditeurs belges. On ouvre une 3e boutique à Londres aussi cette année. Donc voilà, et on a en prévision encore d'autres pays européens et pas forcément que pour les mois et années à venir. Mais pour l'instant, c'est principalement l'Europe, l'international? Oui. Et Sœur, je le réalise en posant la question, mais ça passe à l'international? Ça passe à l'international. Alors, avec beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de prestats qui me contactent avec le E et le O inversé. C'est très drôle. Mais ça passe. Je pense que ça apporte aussi un petit côté français, même s'ils savent pas forcément ce que ça veut dire. Ça marche bien. C'était facile. Non, tu sais pas ça. C'était facile à déposer à l'INPI, Sœur. Tu vois, quand ta marque est trop démonstrative. Ok. Et donc, vous travaillez avec Depict depuis un an. Je vais pas revérifier. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, je pense. Ouais, un an. Je suis tombée sur un post de Charles sur LinkedIn qui présentait les plus beaux sites e-commerce. J'étais un peu vexée de sur la présentation. Et je pense que j'ai dû commenter ou liker le post. Il m'a dit, tu veux qu'on se rencontre? Je dis, oui, bien sûr. J'ai très envie d'être dans ce doc. Donc c'est comme ça qu'on s'est parlé la première fois. Et en fait, j'ai installé là parce que je suis un peu curieuse de toutes les nouvelles applications et de tout ce qui se passe sur l'écosystème Shopify. Et j'ai dit à mon responsable e-commerce, à mon image, mais il faut absolument que vous contactiez ce mec. Leur application, elle est folle. C'est exactement ce qu'on cherche et qu'on n'arrive pas à trouver. On avait des enjeux merchandising hyper forts chez Sœur. Je pense comme beaucoup de marques de mode, mais pour le coup, nous, on a un vrai enjeu d'image et de clarté de marque, je pense, sur le site e-commerce. C'est aussi aujourd'hui un outil de communication pour nous. Enfin, notre site e-commerce est quand même hyper visible. On a quand même beaucoup de consommateurs qui passent dessus. On avait des envies de faire des pages hyper spécifiques, hyper stylisées, hyper éditorialisées. Et on était assez limité parce que propose Shopify nativement, parce que c'est pas leur métier. On avait réussi à développer pas mal de choses avec notre intégrateur sur des typologies de landing page, des choses comme ça. On a pas mal de blocs, mais sur les pages collection au sens propre de pages collection, on était assez limité. On a mis quelques petits breakers, etc. C'était assez compliqué en gestion parce qu'on n'avait pas de vue back office et c'était pas nickel. Et on est un peu psychorigide chez Sœur. J'aime bien quand toutes les pages sont nickel et pas que moi d'ailleurs. Donc voilà, et du coup on est tombé sur cet outil qui nous permet de faire énormément de choses, qui nous permet de venir
qui nous permet de venir rajouter plein de contenus édito, d'images de lookbook, d'images de campagne, de vidéos aussi, de pouvoir tester plusieurs looks, tester plusieurs photos de nos produits parce qu'on peut dupliquer les articles. Et aussi de gagner beaucoup de temps en back-office. C'est important de le préciser parce que quand on fait du merch manuel, c'est quand même une grosse charge de travail pour les équipes. Ça peut devenir très très vite chronophage. Et l'idée, c'était aussi de leur faire gagner du temps. Donc gain de temps, flexibilité, possibilité de faire des choses que vous ne pouviez pas faire sans, j'imagine, parler à l'agence pour faire des devs custom ou du... Exactement. Ok. Et Charles, de ton côté, quand on a parlé des marques qu'on aimerait bien interviewer, tu m'as tout de suite dit Sœur. Pourquoi ? Évidemment, parce que Léa et son équipe ont utilisé des pics d'une manière... ultime dès le premier jour, quoi. C'était fou de voir ce qu'elles étaient capables de faire. On a trouvé que déjà leur image de marque, la volonté d'être hyper visuelle et hyper éditoriale dans leur page, c'était vraiment l'outil parfait pour elles. Mais quelque part, Depict, on voit que c'est une app Shopify, on imagine souvent c'est une techno ou ce genre de choses, mais au final, je considère Depict presque comme un outil de design. C'est un outil créatif. Tu peux vraiment faire du drag and drop, ajouter des cartes sans une ligne de code. Enfin, moi, j'ai l'impression de designer des pages et t'as pas besoin de beaucoup de connaissances, mais t'as besoin de goût et t'as besoin de bon contenu. Et Sœurs ont les deux et ont utilisé l'outil avec des outils créatifs qui nous surprennent. On n'aurait pas imaginé l'outil être capable d'utiliser comme ça. Par exemple, je pense que c'est la page Les Ensembles qui m'a surpris le plus, où vous avez dupliqué un produit pour montrer la première image avec le full look, l'ensemble complet modèle, suivi des 3 articles présents dans cet ensemble, en utilisant le dupliqué et la capacité de changer l'image sur la carte produit. C'était vraiment quelque chose que je n'ai pas vu répliquer encore, mais je ne sais pas comment vous avez eu cette idée de toute façon, mais c'était génial et je pense que c'est une technique ou une tactique qui va être utilisée par beaucoup de marques. Faut pas trop que tu donnes des tips. Des tips. Non mais alors là, en revanche, tu as dit un truc qui est intéressant, et c'est vrai qu'on en parle, moi j'en ai jamais parlé sur le panier, dupliquer des cartes, donc tu mets plusieurs fiches produits sur un même listing. Ouais, exactement. Exactement, l'idée c'est de pouvoir... Encore une fois, en fait, jouer avec notre merchandising. Nous, aujourd'hui, on a des implantations par vague. On va mettre en ligne, on a déjà commencé à mettre en ligne l'hiver. Bon, là, on parle, on est au mois de juin. On aura, comme on le sortira le podcast, je pense quasiment toute notre collection en ligne. Je parle hors capsule et capsule qui viennent animer notre collection. Mais du coup, pour nous aussi, le merchandising, ça permet vraiment de faire vivre le site, de donner l'impression de nouveauté et typiquement le fait de pouvoir moduler les photos qu'on va mettre en avant, les looks qu'on va mettre en avant. On peut aussi avoir, par exemple, j'en sais rien, je vais avoir un super look à montrer, mais j'ai une chemise où je vais avoir un super détail, un col, quelque chose de très particulier, je l'ai dit tout à l'heure, mais chez Sœurs, on apporte énormément d'attention aux détails, et pour moi, pouvoir, dès la page collection, mettre un zoom, vraiment un crop sur ce col, ça va permettre aussi de mettre en avant le travail de nos équipes de style et modélisme qui font un travail de fou et qui des choses qu'on voit pas forcément en fait quand on passe sur une page où du coup on va avoir que des silhouettes. Donc c'est super intéressant. Ça nous permet aussi de tester en fait un peu dans des logiques d'A/B testing, mais de se dire quelle est l'image qui marche le mieux. Des fois on va avoir le packshot, l'image lifestyle. Ouais, on va avoir même en fait plusieurs images lifestyle parce que on shoot souvent sur plusieurs mannequins. On a aussi là fait des tests avec des mannequins un peu plus size, etc. Donc c'est des choses qu'on teste. L'idée c'est aussi de pouvoir proposer le produit avec différentes silhouettes, différentes morphologies, etc. Et du coup, ça nous permet de tester ce qui fonctionne le mieux. Et puis aussi d'avoir cette logique de je suis au mois de juin, je propose de l'hiver, donc je vais peut-être mettre une robe avec sans collant. Et quand je vais la repousser au mois de novembre, peut-être que là, il faut que je mette du collant, etc. Donc on joue énormément sur cette rotation au niveau de nos images. Okay. Il y a une autre chose que vous faites encore mieux aussi, c'est sur la page accessoires, c'est utiliser les packshots pour évidemment tous les accessoires, c'est très très clean. D'avoir une page accessoire avec un fond plat, mais
on a vu avec la plupart de nos clients, c'est très difficile de se rendre compte de la taille, du ratio comparé au corps. Et sans casser ce rythme d'une page très très clean, vous ajoutez des vidéos ou encore une fois un dupliqué de ce produit pour montrer exactement quelle taille il fait, en ajoutant tous les coloris de ce sac derrière. Enfin, ça aide vraiment à se rendre compte de la taille de l'accessoire, comment le porter, ses couleurs, le matériel. Donc, est-ce que tu as une recommandation sur le nombre de... Enfin, à partir de quand ça devient intéressant de travailler son e-merchandising, tu vois, si j'ai 30 rêves versus 300? Il n'y a pas... Est-ce qu'au contraire, pardon, je t'ai coupé la parole, parce que dans ma tête, l'idée... Mais je pense que tu allais dire au contraire, le moins de produits on a, le plus de merchandising. Je sais pas si c'est au contraire, mais peut-être que le 30 me permet de donner l'impression qu'il y en a 60, parce qu'il y aura packshot à droite, packshot à gauche, lifestyle, et ainsi de suite, mais je te pose la question. C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. À mon avis, j'ai vu plein de produits ou de marques qui ont pas énormément de SKU, et ça permet de transformer une page de 15, 16 produits en vraiment une grille de 40, avec des grandes cartes vidéo montrées, parce que souvent les variantes ne sont pas cassées non plus, ça dépend de certaines marques ont envie de faire les choses différemment, mais là avec le dupliqué on peut montrer très facilement, sans migraine, tous les coloris d'un produit, et du coup le catalogue il a l'air très très riche instantanément, alors qu'on a qu'une dizaine de produits. Et de la même manière, quand j'ai un catalogue bien fourni, je peux aussi mettre des règles. Donc déjà, dupliquer des produits et changer les assets. Mais je peux aussi mettre des règles en fonction, j'imagine, des best-sellers, des fins de série, des stocks. Ouais, complètement. Pardon. Effectivement. Pardon. Vas-y, tu peux te servir. Les produits évidemment, la règle la plus utilisée en général, c'est les ruptures. Parce que Shopify n'est pas super équipé pour mettre les produits en rupture en bas de la page. C'est ce qui prend le plus de temps aux équipes. Et quand je me suis lancé dans des pics, j'étais choqué de voir qu'un outil comme ça n'existait pas, que les équipes étaient encore manuellement à bouger chaque produit en bas de la page, dans chaque collection. Enfin, c'est fou, quoi, la perte de temps. Et c'est ce qu'on permet de faire globalement sur son site, en un clic, ramener tous ces produits en rupture, tout en bas de la page, automatiquement, instantanément aussi. Donc dès que le produit passe en rupture, il passe en bas. Ouais, effectivement, nous, c'est vraiment le use case qu'on utilise le plus, je pense. On est, comme je l'ai dit, on est quand même beaucoup sur du merch manuel parce qu'on a envie d'avoir un vrai contrôle sur nos listings produits. Mais le use case du stock, pour moi, il est évident. Je déteste aller sur un site et avoir en première ligne des produits non stockés. Je pense qu'il n'y a rien de plus énervant. Donc ça, on l'utilise beaucoup. Et effectivement, on peut aussi avoir des logiques de best-sellers ou de produits les plus vus qu'on va plutôt utiliser sur des périodes d'opérations commerciales, par exemple, où on a énormément de rotation au niveau des ventes. Donc, on utilise pas mal ces use cases aussi. Ouais. Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez cet épisode début septembre, mais il est enregistré fin juillet, juste après les soldes. Est-ce que là, typiquement, pendant les soldes, tu as mis en place des règles spécifiques dont tu peux nous parler ? C'est vraiment les deux règles que je viens de citer, c'est gestion des stocks et gestion des best-sellers. Ou des produits les plus hot, on va dire, des produits les plus consultés aussi. Et après, on utilise aussi beaucoup, c'est pas vraiment les algos, mais on utilise aussi beaucoup la partie back-office qui nous permet d'avoir une vue hyper rapide sur justement les stocks restants, les stocks disponibles sur les tailles. On va pouvoir voir les produits les plus cliqués, les photos les plus cliquées par rapport aux produits. Donc, tu as une remontée d'informations, ce qui permet de faire un peu tes tests. Ouais, exactement. En fait, on a aussi un outil de merchandising qui nous permet de nous aider dans nos choix, même quand on fait du merchandising manuel. Donc, en tout cas, c'est important, je pense, quand on se dit, OK, on doit arbitrer entre mettre tel ou tel produit en haut de page. OK, mais en fait, ce produit-là, je vois qu'il a énormément de clics alors qu'il est en bas, je vais le remonter parce que c'est un produit qui est un peu trendy. Et sans le faire de façon complètement automatisée via les algos, en tout cas, l'information et la data que nous remonte Deppict, elle nous sert énormément. Et surtout, c'est en vue directe sur notre grille, donc ça nous fait quand même gagner pas mal de temps. Vous avez c'est pas un template Shopify que vous avez un site sur mesure. L'intégration peut se faire facilement. Est-ce que c'est un one-click install? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses à prendre en compte? Parce que justement, si j'ai votre page listing, alors j'étais sur les accessoires, effectivement, il y a des produits, des images plus grandes. Comment se fait cette intégration? L'intégration, donc on est passé
en un clic, 5 minutes. On peut tester instantanément. C'est l'avantage de Shopify, c'est la force de cette plateforme, c'est pour ça qu'on y est. Et l'intégration se fait en invisible grâce à l'IA. Là, je donne un peu notre sauce secrète, mais c'est on prend le thème pendant qu'il est en train d'installer, pendant qu'on ingère tous les produits, on va dupliquer le thème, les templates, on va dupliquer les fichiers, on va rajouter nos features par-dessus. Ce qui permet de ne pas avoir à écrire une ligne de code et d'avoir instantanément le gain de nos fonctionnalités. Donc on peut rajouter du coup des cartes édito, dupliquer des cartes, changer les images produits sans avoir à rien faire en code. Et depuis que vous avez lancé, ou plutôt ces 2 dernières années, tu échanges pas mal avec des marques, et d'ailleurs on est en train de le faire là aujourd'hui. Quel type de retour tu as, quel type de demande, quelles évolutions on a pu voir dans le produit qui remontent des marques? Je pense que le point fort le plus clair, le retour des marques, c'est... je dois le mentionner, c'est pas pour mon ego, même si j'en suis très heureux, c'est que l'outil est beau. Les marques ont besoin, enfin c'est un outil créatif, font des beaux vêtements ou produits, c'est important de travailler dans un environnement qui est beau. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des gens qui fuient Microsoft ou PowerPoint, un besoin d'avoir un bel outil dans lequel travailler. Cette balle perdue que personne n'avait demandé. Pardon PowerPoint. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui viennent vers nous, même qui perdent des fonctionnalités juste pour pouvoir utiliser un outil qui est plaisant, quoi. Donc je voulais le mentionner quand même. Mais le principal avantage après ça, c'est vraiment que c'est visuel. Ça marie l'algorithme, le fait de pouvoir gagner du temps, de faire bouger les produits, mais aussi d'avoir le contrôle total de sa grille. On peut être manuel et on a essayé de jongler entre ces deux besoins. Il y a des marques qui sont 100% quasiment dans l'éditorial, le contrôle de la grille sort de ce côté-là, mais et il y en a qui sont j'ai 300 000 SKU, j'ai pas envie de contrôler rien manuellement. Et il y a des outils qui font l'un ou l'autre, mais nous on a réussi à marier les deux, et au final chaque marque en a besoin, je pense, d'avoir le contrôle et le pouvoir de l'automation, et le fait que ça soit facile d'utilisation et très visuel, et dans l'air du temps aussi, parce qu'on permet de voir le site exactement, dans Deppict, le back-office, il est fait exactement comme votre site. Donc vous allez voir votre grille comme un consommateur allait la voir. Et on sait que le trafic est 80% sur le mobile. On met un mobile juste à côté pour voir ça en live, les changements avant de sauvegarder. Donc vous savez exactement ce qui va se passer, les connexions avec Instagram. Donc on essaie d'être dans l'air du temps et focaliser sur les marques du mode. Au lieu d'installer de devoir transférer toutes ces images, ces vidéos qu'on utilise sur Instagram, on peut de les transférer vers Shopify. On peut connecter juste son compte Instagram directement dans Deppict et utiliser tous les posts, tous les reels directement dans Deppict et les rajouter dans la grille. Ce qui permet de créer un fil rouge du consommateur, puisqu'on sait qu'il y a une grande partie du trafic qui vient maintenant des réseaux sociaux. Mais malheureusement, il y a peu d'outils qui y pensent, alors qu'on le sait tous, que c'est très important. L'image, t'en as beaucoup parlé, Léa, est importante. Le brand equity, quand on est responsable e-com et CRM et activation, bref, on a toujours ce curseur à placer entre l'image et la perf, l'image et le ROI. Qu'est-ce que tu peux me partager sur tes apprentissages sur ce sujet en e-merch au cours des derniers semestres? Je pense que ça va pas être qu'un sujet e-merch, un sujet qui est assez global et qui touche un peu tous les touchpoints que je peux avoir sur mon poste. On peut parler des newsletters, on peut parler de la page collection évidemment avec Deppict, mais aussi des PDP. Enfin, nous aujourd'hui, on est toujours en fait en train d'arbitrer, et c'est vrai que dans nos stratégies vraiment pure CRO, on va avoir toujours une logique de se dire ok, on va tester. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que si je viens charger ma page en rajoutant plein d'informations, mais qu'en fait, finalement, je vais aller gagner un micro-point de conversion sur ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et du coup, c'est marrant parce qu'on ne travaille pas forcément en mode surcharge, justement, on le travaille en mode, ok, le but
in fine, c'est d'avoir quelque chose de le plus épuré possible. Et on va les tester en se disant, OK, qu'est-ce qui est vraiment très important? Donc ça, c'est une sorte d'entonnoir où tu vas passer un tamis du plus important, mais avec le CRO quand même en bout de ligne. Bien sûr. L'objectif, c'est évidemment d'aller accroître ce taux de conversion, mais en tout cas de se dire, OK, je vais focus in fine sur des choses qui vont avoir un vrai impact, parce que j'ai le sentiment global qu'en fait, si on vient charger un site, si on vient charger une page avec trop d'informations, OK, sur plein de petits tests, on va avoir des résultats qui vont être positifs, mais in fine, il y aura quelque chose d'assez négatif qui va en ressortir. Et on est toujours, en fait, je pense qu'à mon poste, je suis un peu garante de notre image de marque, en fait, sur le site e-commerce. Donc voilà. Et il y a des milliards de choses que j'aimerais faire et que je fais pas, que je ferais si j'étais dans une autre marque ou si j'étais dans un autre secteur, même peut-être, qui sont très héroïstes et qui sont très pertinentes, mais qui, en tout cas, je pense, ne nous conviennent pas parce que c'est pas adapté à un site de marque de mode premium. C'est passeur. C'est passeur, exactement. Okay. Et dans le parcours d'achat et les parcours clients sur le site, l'impact du e-merch pour amener vers ta fiche produit où se passe ta conversion, est-ce que là-dessus tu as des enseignements à partager? Est-ce que qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché peut-être? Aujourd'hui, on teste pas mal différents formats de pages, notamment là c'est un peu un des prochains blocs que j'aimerais mettre à la roadmap, justement sur les sujets de CRO. Dans le cadre de l'acquisition, la question c'est de se dire OK, quand j'ai une campagne Meta, quand j'ai une campagne Google Ads, quand j'ai du trafic qui vient d'une influenceuse, quand je viens de la newsletter, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Est-ce qu'il faut que j'envoie sur la PDP? Est-ce qu'il faut que j'envoie sur une page collection hyper simple, le plus efficace possible? Product Description Page ou Product Detail Page, PDP, pardon, tu l'as dit avant. Effectivement. Et CRO, c'est Conversion Rate Optimization, l'optimisation du taux de conversion. Effectivement. En gros, la question, c'est de se dire qu'est-ce qui est le plus efficace. Est-ce que, en fait, quand je vais parler à une audience qui me connaît pas sur Meta, je vais être sur des campagnes d'awareness, est-ce que j'ai pas envie que quand ils arrivent sur mon site, ils aient quelque chose de très inspirationnel, puisqu'on n'est pas vraiment des logiques de conversion? Est-ce que, à l'inverse, demain, quand je vais faire une campagne qui va être du retargeting avec des clients qui sont déjà venus plusieurs fois sur le site, est-ce que ces clients-là, j'ai pas envie de leur pousser carrément une fiche, enfin une PDP ou en tout cas une page collection qui serait hyper efficace, hyper focus conversion? Ça, c'est un peu des sujets que j'ai en tête. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour moi la next step. C'est pas de se dire qu'il y a une bonne façon de faire, c'est juste qu'il y a plusieurs typologies de clients et que pour les clients, pour les différentes typologies de clients, je pense qu'il y a différents types de pages qui sont efficaces. On n'est pas encore aujourd'hui. On commence à travailler sur l'analyse là-dessus. On va tester des choses. Avec une optimisation potentielle en temps réel en fonction du parcours. Exactement. Et des clients que tu En tout cas, c'est de se dire sur quelle typologie de page on envoie quel type de client. Ça, c'est un peu une intuition que j'ai sur les prochains mois à venir. Quelle place de l'IA du coup dans le Depict et le e-merch? Alors tu me l'as dit tout à l'heure, hein, déjà sur l'installation, ça analyse la page, ça fait une copie et ça place le code les features aux bons endroits. Mais dans l'aide au choix pour la marque et le e-commerçant? Donc nous on prend plutôt l'angle des produits plutôt que le parcours du commerçant. On prend le parcours du produit, la conversion, donc on calcule énormément de conversion aussi. Et une des parties, c'est qu'on calcule un score pour chaque produit en fonction de son taux de vue, son taux de clic, son taux d'ajout au panier et son taux d'achat. Donc, chaque produit n'est pas égal. Il peut y avoir un produit qui a été cliqué 1000 fois, ajouté au panier 20 fois, acheté 5 fois. Et il est moins performant qu'un produit qui a été cliqué 20 fois, ajouté au panier 10 fois, acheté 5 fois. Donc là, il y a une grosse différence dans la performance d'un produit. Donc c'est ce qu'on calcule pour nos clients et grâce à notre rapport, donc c'est plutôt dans les données qu'on utilise l'IA, on fait remonter un rapport hebdomadaire à nos clients pour qu'ils voient quel produit est le plus performant et où. Parce qu'un produit peut être en très bonne position s'il est performant dans une collection mais pas dans une autre. Donc clairement il y a un problème de real estate, où sont placés les produits et à quel moment, et évidemment ça dépend de leur stock. Donc ça c'est une des manières dont on utilise l'IA. L'autre manière c'est qu'on propose un A/B test de collection. Donc on va tester une grille de produits simplement à travers Shopify.
le même ordre de produit contre une version avec des picts. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va donner... Vraiment, il faut utiliser les cartes éditoriales, il faut utiliser les dupliqués, on vient d'en parler, comme une technique dont Zara est très friande. Vous allez voir le site de Zara, il présente sur chaque 3 ou 4e rangée un produit vraiment héroïque, 4 tuiles produits, tous les détails d'un angle, suivi des packshots. Et c'est ce genre de choses que chaque marque devrait tester. Et au bout des 2 ou 4 semaines de l'A/B test, en fonction de votre choix, il va y avoir un résumé fait par l'IA aussi, qui va vous recommander quoi faire en fonction des résultats. Il y a encore eu une nouvelle évolution du site de Zara. C'est vrai qu'on le regarde assez souvent parce qu'il y a il y a beaucoup d'apprentissage à prendre en compte. J'ai pas donné l'adresse de Sœur, mais vous l'avez tous deviné, toutes et tous deviné, sœur.fr tout simplement, ou rechercher. Combien ça coûte? Des picts, ça dépend. Évidemment, dans l'écosystème Shopify, c'est très bien de commencer gratuit. Donc il y a un mode gratuit. Déjà. Et c'est possible d'être testé jusqu'à 3 collections publiées sans coût. Après, c'est en fonction des sessions, donc ça commence à 50 €. Mais on va dire que notre plan le plus acheté, c'est à peu près à 250 €. Et ça couvre 250 000 sessions par mois. Oui, c'est déjà pas mal. Léa, tu es capable de quantifier les gains, le ROI. Alors, il y a du gain de temps, il y a du gain d'efficacité, mais oui, il y a aussi tout simplement évidemment. De la vente, quoi. Je pense que c'est compliqué de quantifier le ROI sans faire d'A/B test, et pour le coup, on n'a pas encore testé c'est une nouvelle feature de Depict, l'A/B test, donc j'ai envie de dire qu'on pourrait le faire. Après, je suis assez persuadée du gain, et non pas d'un gain ROI direct, mais en tout cas d'un gain plutôt long-termiste sur l'image de marque et ce qu'on va être capable de transmettre à travers notre site. Et en fait, dans ce sens, j'ai même pas spécialement envie de faire de l'A/B test parce que je suis assez sûre que ça a du sens de le faire pour nous. Après, pour avoir testé ce type de solution et l'avoir A/B testé ce type de solution dans d'autres marques où j'ai pu être avant avec des concurrents Depict, en général, les performances sont toujours assez positif. Tu fais un tiers des 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en digital. On a parlé de CRO à l'instant. Il y a une belle croissance, je l'ai dit, en intro sur l'international, mais une croissance sur l'e-com en général. Vous avez fait plus 40% versus l'année dernière, dans un marché qui est pas facile, pas évident. Non. Si tu devais me dire les 3-4 principales actions ou en tout cas raisons pour lesquelles ce chiffre a fait plus 40%, c'est grandi de moitié presque, en un an, ce serait quoi? On a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. On a une très très grosse roadmap sur la fin d'année dernière, sur la fin d'il y a 2 ans et le début d'année dernière. La première, c'est une refonte complète du site. Donc back et front uniquement front. On a gardé le même socle. On était déjà sur Shopify. Sœur est sur Shopify depuis 2020, donc on était, je pense, même assez précurseur. On a gardé le back office qui fonctionnait très bien. On n'avait pas de sujet du tout SI. A priori, ça tourne. Par contre, on avait un sujet de thème qui était plus très accurate. Donc, on a profité pour faire une petite refonte et passer pas mal de choses. Donc c'est un des premiers projets que j'ai lancé. On a lancé le nouveau site en mars dernier, je crois. Donc forcément, tout de suite, avec pas mal de nouvelles features, de choses qui étaient assez orientées CRO, justement, qui manquaient sur l'ancien site. L'ancien site, il avait 4 ans? L'ancien site, il avait... eu une refonte entre-temps. Je crois qu'il y avait quand même une petite refonte entre-temps. Ok. Mais et bon, après forcément, dans tous les cas, des fonctionnalités qui avaient été ajoutées au fil de l'eau, mais je pense que des fois c'est bien de faire un gros annulaire en place plutôt que de faire passer plein de petites features, parce que comment tu choisis manque un peu de cohérence. Qu'est-ce que tu jettes et ce que tu gardes? Alors, on a fait un gros travail en amont. On bosse avec une agence de conseil, DNG, sur justement tout le sujet du CRO. On a Content Square, on a un outil d'analytics, et on avait fait une grosse analyse justement pour voir un peu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. On avait pas mal de recos dans le cadre de cette refonte, en tout cas sur tous les sujets vraiment très UX. Et après, on fait toutes nos maquettes en interne pour le coup, donc c'est designé avec l'image. On a lancé une première version du coup en mars dernier. Et après, on a du coup continué en fait ce travail post-lancement
d'analyse de nos pages principales, de toutes les features qu'on avait mises en place. Je pense par exemple à des choix très graphiques comme le search. On a un search qui a une barre de recherche en bas, donc qui est pas quelque chose de très courant. La plupart des marques le mettent dans le header. On a fait pas mal d'analyses et d'A/B tests pour essayer de voir si c'était pertinent ou pas. Finalement, il s'est avéré que ça l'était, donc on l'a laissé là. Mais du coup, l'idée c'était aussi de vérifier entre guillemets nos intuitions et les prises de parti graphiques qu'on avait fait pendant cette refonte. Mais après, on travaille en optimisation continue. Enfin, je pense que tous les mois, il y a une nouvelle feature qui sort sur le site. Là, on a refondu notre PDP. On l'a sorti la semaine dernière. On a changé le cart il y a 2 semaines. Voilà, on est en plein milieu des soldes et on change tout. J'adore, c'est pas grave. Mais je pense que c'est important d'être en optimisation continue. Il y a toujours des nouvelles choses à venir implémenter. Et en fait, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme on rajoute plein de petites choses à chaque fois, je pense que c'est bien de temps en temps de faire un gros ménage et de se dire, OK, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qu'il faut remonter, qu'est-ce qu'il faut descendre. Et du coup, là, on se dit, OK, on base tout et on recommence. Ce qu'on a fait là sur notre PDP récemment. Alors, qu'est-ce que t'as basé et qu'est-ce que t'as rajouté sur ta PDP? On a caché pas mal de choses pour la rendre beaucoup plus légère. Légère. T'en parles depuis tout à l'heure. C'est un maître mot, j'ai l'impression. Oui, c'est un maître mot. On aime bien. On aime bien quand c'est clair et que c'est épuré. On avait la description qui était sortie, on avait des modes de livraison qui étaient sortis, on avait de la réassurance qui était sortie. On a tout rentré, tout caché. Sorti de la réassurance? On avait de la réassurance qui était directement disponible sur la PDP. Au-dessus de la ligne de flottaison, c'est ça? Ouais, exactement. Parce que maintenant, elle est en bas. Exactement. Livraison offerte, retour échange offert. Parce qu'on a pas mal A/B testé et qu'en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait pas un énorme impact. Donc, parce que la marque est installée. Parce que la marque est installée, exactement. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire chez tout le monde, au contraire. J'étais même assez persuadée que c'était important de le faire chez nous. Donc on l'a testé. Et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, des fois juste on a des intuitions qui sont pas forcément les bonnes et c'est pour ça que c'est important. Et du coup l'idée c'est là sur cette nouvelle PDP de mettre beaucoup plus en avant le complete the look, l'image, le produit. Enfin on en revient toujours au même. Je pense que le plus important quand on est une marque de mode, c'est dans du produit et c'est la jolie photo, c'est le beau cross-sell, c'est le complete the look, c'est tout ce qui va être en lien avec le produit derrière. Les photos étaient déjà toutes affichées avant? Ouais. Donc ça, c'est pas nouveau? Non, on a sorti le complete the look qui était un pop-up avant. Ouais. On pouvait cliquer dessus mais il n'était pas sorti. On a ressorti le cross-sell pour qu'il soit beaucoup plus visible parce que on a une marque qui construit énormément, qui construit des silhouettes en fait. On a vraiment cette logique. Enfin, quand on voit les équipes créa travailler, elles travaillent pas un produit, elles travaillent toujours des silhouettes. Et du coup, je trouvais ça super important que sur le site, ça soit très visible. On a aussi après toute la partie reco un peu plus classique. On travaille avec un partenaire sur de la recommandation de produits à peu près similaires. Mais du coup, c'est aussi bien de rapporter un peu la patte du designer et du styliste avec ce complete the look. Donc ouais, on est Quel autre encore principal changement sur cette PDP? C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu vois déjà des effets sur le la semaine dernière, donc j'attends encore un peu tôt. On va faire une analyse en général. On se laisse un petit mois. On fait toujours un petit mois avant d'analyser, de regarder, et ça va sûrement changer dans un mois. T'as pas fait 40% de trafic en plus? J'ai fait plus. T'as fait plus d'augmentation de trafic, pardon. J'aurais dû poser la question dans l'autre sens. Non, j'ai fait plus. On a un taux de conversion qui a un peu baissé. En tout cas, on a réussi à le maintenir, mais... Je peux te demander combien? À combien vous êtes? C'est confidentiel. D'accord. Mais bon, c'est assez classique. C'est juste qu'on a eu pour le coup, et sur la fin de l'année dernière, des grosses actions de branding et d'awareness, donc on a eu des gros pics de trafic. Et dans ce sens-là, en fait, mon objectif, c'était même pas de faire augmenter mon taux de conversion, c'était réussir à le maintenir. Et c'est déjà très bien de réussir à le maintenir quand tu fais autant d'awareness. Donc non, on a eu des belles actions aussi sur le trafic. Et du coup, tu me posais la question de comment plus 40. Alors, c'était évidemment. le premier levier, c'était la refonte. Donc, il y a eu la refonte de site, effectivement. Après, il y a eu du coup, effectivement, tout un travail sur l'awareness. Ça me paraît évident, mais c'est important de le rappeler. On est aussi hyper tributaire de la marque et de ce qui se passe autour, des actions marketing qu'il va y avoir autour. On travaille sur la partie acquisition. Enfin, je dis nous parce que c'est géré par moi, la partie acquisition en grande partie, mais aussi toute une partie organique est gérée par le marketing. Toute l'influence qu'on est capable de faire, tout le travail autour des capsules, du branding, des collaborations qu'on va faire. Et tout ça, ça joue énormément sur la marque et du coup, in fine, sur mon trafic. Il n'y a pas que des campagnes pure méta.
même si ça fonctionne pas trop mal. Et après, pour finir de répondre à ta question, le troisième gros volet, ça a été l'international. On a mis en place du Globally. Je pense que pas mal de gens doivent connaître, mais du coup... Oui, avec des... comme toujours, des gens pour, des gens contre, oui. Des détracteurs et des plébisciteurs. Du plébiscite, je sais pas comment on dit. Je pense qu'il n'y a pas de pour ou de contre, c'est juste dans quel timing on avait envie de le faire. J'ai pris mon poste en octobre. Je savais qu'on refaisait une collaboration avec une influenceuse américaine qui allait nous générer énormément de trafic quelques mois après. Donc je me suis dit, ok, il faut que le site soit prêt. J'avais un site qui livrait aux US mais qui était en euros. On ne savait pas gérer les tax and duty. On n'avait pas le checkout adapté pour les US avec les taxes sorties. On ne savait pas faire un retour pour un client aux US, donc il devait aller à la poste payer son DHL pour envoyer en France. Donc pour moi, ça c'était hyper important que pour des gros timings, en tout cas marketing, on ait un site qui soit prêt. Et du coup, dans ce timing-là, Globally, c'était super. On a été capable de lancer en 3 mois. On a lancé quasiment dans le monde entier, avec un site qui est localisé, adapté, avec les bons tarifs, les bonnes devises, des livraisons et des retours pour tout le monde. Donc forcément, ça crée, c'est hyper important pour la conversion, mais c'est aussi hyper important pour le repeat. Si je suis cliente française et que je commande aux US et que je veux faire un retour et que ça me coûte $50 pour faire un retour, très peu de chances que je recommande sur la marque. Donc en tout cas, oui, ça a un coût, clairement, mais pour aller vite, avec la taille d'équipe que j'ai aussi, c'est important de le préciser parce qu'on n'est pas une très grosse team sur l'e-commerce et j'ai que 2 personnes, oui. En plus de moi. Donc non, c'était super et ça nous a permis d'aller clairement accélérer hyper vite. Après, est-ce que sur le long terme, il faut le garder ? Ça sera une décision qu'on prendra sûrement dans un second temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis hyper contente des performances et je n'ai pas du tout de regrets. Bon, voilà un beau plug pour Globally. Cyprien Schlegel, dont on parlait tout à l'heure, d'Expérience Capital, qui est un habitué du panier, parce qu'il est venu à plusieurs reprises et c'était très sympa à chaque fois, il est un fervent défenseur aussi. Il avait même dit lors d'un live du panier, t'installes Globally, tu fais plus 5-10% sur les pays où tu livrais à peine ou pas avant, quoi. Je pense qu'il y a aussi un sujet, évidemment il y a un sujet conversion, mais il y a aussi un sujet prix, markup, tout simplement. Enfin, la plupart des marques de mode, quand elles vendent à l'étranger, elles vendent pas avec le même markup qu'en France, donc juste être capable de gérer ça, quand bien même tu vas pas augmenter ton nombre de commandes, si tu arrives à vendre à plus 20, plus 30 sur des gros marchés, tu as un effet de sur ton chiffre d'affaires qui est très positif. Donc oui, le 5-10%... L'international qui est passé, je l'ai dit en intro tout à l'heure, non, je l'ai redit d'ailleurs, de 35% du digital à 50% l'année dernière, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok. Avec quelles erreurs, quelles frictions, ou qu'est-ce que tu ferais différemment avec le recul ? Pour l'instant, pas grand-chose. C'est horrible, c'est très égocentrique. Non, honnêtement, les projets sont globalement très bien passés. On a eu les performances attendues, voire même un peu au-delà. Donc voilà, après, je pense que faut continuer parce que l'international, c'est pas si facile, parce que l'acquisition, ça coûte cher, ça coûte plus cher qu'en France, sur un territoire qui est hyper bermaillé en retail. Donc il va falloir continuer à essayer de maintenir cette désirabilité, continuer à se faire connaître, et c'est pas évident parce que faire des grosses croissances quand c'est du petit volume, ça va, mais ça va être plus difficile aussi d'aller chercher de la croissance avec les histos qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il faut juste continuer à être créative, continuer à faire plein de choses. Sur l'international, est-ce que tu as un mot, un conseil à donner sur le e-merchandising ? On a des acheteurs différents, des personnes différents, peut-être des habitudes différentes ? Complètement. Ça dépend aussi de son catalogue, de ce qu'on vend. Si on a un catalogue très saisonnier, si on est capable de vendre des maillots de bain et jusqu'à l'opposé des manteaux d'hiver, on a clairement pour ces marques des enjeux difficiles, surtout à travers Shopify, de montrer une collection qui est relevante pour les Australiens et les Parisiens en même temps. Quasi impossible. C'est pour ça que le multimarket en ce moment c'est un grand enjeu. Shopify le développe pas assez vite pour les marques de mode à notre goût. C'est pour ça qu'on va certainement le développer dans notre cas pour le merchandising. À l'international, le
principal, c'est, à mon avis, de tester au maximum, de bien regarder les données, les rapports. Après, si vous avez un catalogue qui vous permet de... Catalogue et trafic, parce que pour Et VTT, il trafic. faut un peu de volume. Donc, on peut imaginer des tests à l'international avec des setups de pages de listing, enfin de listings différents, quoi. Et en général, les données sont assez faciles à trouver dans Shopify de base. Après, vous avez plein d'autres outils, Triple Whale ou même dans Depix, vous allez avoir par marché les données, mais il faut se plonger dans les données, regarder ce qui se vend le mieux dans quel marché et s'adapter. Garder les stocks hauts si possible. C'est aussi pour ça qu'on vous donne des rapports pour montrer quels produits sont les plus performants et où. Triple Whale, on l'avait abordé déjà sur le panier, mais je vous le redonne. Alors, je ne sais plus avec qui. Ça me reviendrait si j'avais 3 minutes pour chercher. Mais outil d'analytics, Triple Whale, la triple baleine, pardon, triplewhale.com. Je reviens sur ton setup international. Vous shippez depuis où et comment est-ce que vous faites les réappros et comment est-ce que vous planifiez justement ces stocks? On ship tout depuis la France. Donc pas besoin de planifier. Non, on avait un entrepôt UK. On a tout rapatrié en septembre dernier. En fait, on avait un site UK qui avait été lancé post-Brexit comme beaucoup de marques, avec un entrepôt sur place qui nous sert à aussi gérer des marketplaces là-bas. Mais on avait des sujets de time to market, on avait des sujets d'opérations commerciales qu'on ne pouvait pas faire parce que pas le stock sur place. On avait des sujets de rupture, on avait des sujets de stock qui dormaient sur place. Moi, je suis très pro avoir le minimum de stock et de mutualiser au maximum. Donc, on a fait l'exercice. C'est pas forcément un exercice qui est facile parce que oui, du coup, on repasse sur un mode où on va payer quand même des frais de douane à chaque envoi. Donc, faut bien le calculer. À un certain volume, ça peut coûter très cher. Mais in fine, l'impact qu'on a sur le chiffre d'affaires nous permet largement de compenser ça. Et aussi l'impact que j'ai sur mes équipes qui n'ont plus qu'un seul site à gérer, pas deux. Ça, pour le coup, ça n'a pas de prix. Après, aujourd'hui, là, on est en train de travailler sur un projet d'OMS et du coup, grâce à un OMS, un projet de Ship from Store. La question se posera peut-être, du coup, à ce moment-là, de shipper depuis nos boutiques à l'étranger dans les pays. C'est des setups qui sont assez compliqués, mais c'est des choses qu'on a en tête, évidemment. Et du coup, vraiment de maximiser le stock. Mais en tout cas, l'idée, c'est de splitter au minimum le stock. Je suis assez sûre que c'est jamais une très bonne idée. De splitter ton stock. OMS, c'est Order Management System, c'est la manière dont on gère les commandes reçues. Et quand tu es en commerce unifié, du coup, tu as effectivement la possibilité de faire du ship from store, du pick-up, Exactement. Aujourd'hui, on a un stock e-commerce, on a un super stock e-commerce, plutôt bien managé, mais on a forcément à un moment donné, à certaines périodes. Typiquement, là, on se parle mi-juillet. On a du stock qui est en boutique sur des produits qui sont plus dispo sur le site, et ça, c'est hyper dommage parce qu'on a des clients qui nous les demandent. On n'est pas capable de les shipper. En même temps, on peut pas prendre le stock de nos magasins parce que nos magasins ont aussi besoin de stock. Donc, ça va être juste dingue de pouvoir shipper depuis les magasins, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va avoir un énorme impact sur notre taux d'écoulement in fine sur le stock global. Vous êtes en cours de choix? On a choisi notre prestataire. Vous avez choisi votre prestataire, donc vous êtes en intégration, pardon. Ouais, ok. Ce sera prêt en septembre? Non, je pense pas. On sera sur la phase de test, je pense, en septembre, mais l'idée, c'est d'être prêt pour la fin d'année. Ok. Fin d'année, période de solde, début d'année prochaine. Quels enjeux et quels critères vous avez utilisés pour choisir ce partenaire et ensuite le déploiement, l'intégration en boutique? L'enjeu, il est avant tout technique, parce que c'est un projet qui n'impacte pas que moi, qui va impacter les équipes IT, retail, à pro. Donc l'idée, c'était d'avoir un partenaire qui était très solide techniquement et qui était rassurant techniquement, parce que les sujets de stock, je pense que tous les gens qui nous écoutent le savent, c'est des sujets qui peuvent devenir très très compliqués. Donc on a fait le choix d'un partenaire assez, je pense que solide, c'est le bon terme, avec du coup des marques qui étaient assez similaires aux nôtres, qui connaissaient un peu les enjeux qu'on pouvait avoir sur ce type de projet, et qui allaient pouvoir nous accompagner vraiment à chaque étape du déploiement, sur toute la phase de test notamment.
Et c'est aussi sur toute la phase d'accompagnement de change management, parce que c'est aussi un projet, avant tout un projet humain, de mettre en place du ship from store, de mettre en place du click and collect, pour l'avoir déjà déployé dans une marque où j'étais avant. Il y a le projet technique, et quand tu sors du projet technique, t'as l'impression que t'as fini le projet et que t'es super, c'est là que génial. Ça commence, et en fait, non, le projet démarre à ce moment-là. Et je pense que, bon, c'est peut-être un peu plus courant maintenant, mais je pense qu'on le sous-estime toujours, en fait, cette partie-là. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'avoir un partenaire qui pouvait nous accompagner sur cette partie-là. Alors intéressant, mais solide et robuste, c'est parfois antinomique avec agile et flexible. Donc c'est un trade-off que tu fais à un moment en te disant... On a, je pense aujourd'hui, sur plein de partenaires. Moi, c'est vrai que je suis assez friande de l'environnement Shopify et de toutes les applications. Enfin, le partenariat qu'on a avec Depsic. J'ai plein d'autres partenaires avec qui je travaille main dans la main, et c'est super, et c'est mes prestats, et on a le choix de l'agilité. Parfois avec certains petits défauts techniques, mais du coup on a ce truc de travailler ensemble et de construire un peu les solutions ensemble. Et moi j'adore le faire avec les différents partenaires. Les filles le font avec Depsic aussi, filles de mon équipe, justement un peu presque R&D, et bien on a des idées, on les construit ensemble, et c'est génial. Sur un sujet comme l'OMS qui impacte autant de services chez moi, j'avais pas envie de prendre le risque que techniquement ça soit un peu plus léger. Donc voilà. Make sense. Et après, très honnêtement, sur le sujet OMS, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment encore d'équivalent. Ça va arriver. Mais il n'y a pas encore vraiment d'équivalent d'app un peu plug and play sorti de ce que propose Shopify Native. C'est vite souvent des projets assez lourds, parce qu'on va intégrer des ERP, parce qu'on va intégrer des systèmes de caisse, qui sont eux-mêmes pas très agiles, sans les citer, mais que beaucoup de marques utilisent. Donc, bon. Qu'est-ce que vous avez en POS actuellement ? On a Cegid, Y2. Très bien. Vous avez considéré Shopify POS ? Alors, moi, oui. Pour l'instant, c'est pas trop un sujet, parce que c'est un sujet qui est quand même très lourd, de changer d'outil de caisse. Et le sujet de l'outil de caisse, c'est pas un sujet d'outil de caisse, c'est le mini ERP que tu utilises derrière, c'est toute ta gestion de stock, toute ta gestion d'appro, et ça, pour le coup, c'est un peu hors de mon champ. Mais à terme, je pense que Shopify POS sera un super outil pour discuter avec pas mal de marques qui ont fait le switch. J'imagine la flexibilité qu'ils ont sur la gestion de leur stock et sur la gestion de leurs clients aussi, qui est quand même un vrai gros sujet dont on parle pas beaucoup, mais qui est quand même assez difficile à gérer. Donc je doute pas que Shopify arrivera à terme à récupérer des gros clients, mais je pense qu'il manque encore un peu cette brique un peu RP, gestion de stock à pro, que propose Cegid. Compris. Le temps file, j'aimerais encore parler de 2-3 petites choses, mais l'image, on en a parlé un peu tout à l'heure, le brand equity, j'aimerais qu'on revienne dessus, et surtout la culture de la photo qui est très forte chez vous, et comment est-ce que ça découle jusqu'à une grille produit, et puis ensuite on atterrira en ouvrant sur l'avenir. Tu me parlais d'IA quand on préparait l'épisode, de recherche, je voudrais bien vous interroger sur le sujet. Mais donc pour revenir ou refermer cet aparté qu'on a commencé tout à l'heure, la culture de la photo qui est très, très forte chez vous, et du coup un dialogue qui doit être fort, j'imagine, entre la direction créa, shooting, asset, produit, activation, réseaux sociaux, et aussi setup du site. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on travaille vraiment tripartite avec l'image, le market, et du coup mon équipe sur tous les sujets qui sont de près ou de loin, qui impactent le client et qui vont être visibles. La culture de la photo, c'est drôle, c'est comme terme, mais c'est très vrai. Et pour le coup, moi, je suis sœur depuis assez longtemps, même avant d'y travailler. Et historiquement, c'est une marque qui a toujours eu des shootings photos e-commerce, je précise, assez quali et assez léché, assez édito, ce qui n'était pas du tout quelque chose qui était à la mode il y a une dizaine d'années, ou même 6-7 ans, où en fait toutes les marques faisaient des shootings qui étaient très droits, très lisses, très produits, en fait, tout simplement. Je pense que c'était dès le début un parti pris, et je pense que ça leur a aussi beaucoup servi, parce que être capable de produire des photos e-commerce de cette qualité-là, ça donne aussi tout de suite ça fait tout de suite rentrer le client dans la marque, là où en fait quand c'est que tes campagnes, c'est beaucoup plus difficile. Charles l'a dit tout à l'heure, mais en fait la homepage, oui, c'est une part du trafic, mais les gens s'arrêtent pas sur la homepage. Pouvoir avoir des photos très édito aussi sur tes fiches produits, c'est-à-dire qu'en fait à chaque touchpoint du site, tu vas pouvoir
faire transparaître ton image de marque. Donc c'est super important et je vais pas, c'est pas très positif pour moi ce que je vais dire, mais la réalité c'est que c'est hyper important les photos. Je pense que c'est encore plus important que tout ce que je peux faire sur mon site. La réalité c'est que il faut le bon produit avec la bonne photo et je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'une marque de mode fonctionne ou pas. Et moi, je suis là juste pour faire en sorte que ça se passe très très bien pour le client quand il a envie d'acheter. Ça peut être pour certaines marques un cheval de bataille, tu vois, entre le beau et l'efficace. Bien sûr. Je comprends ce que tu dis. Et c'est vrai, je m'étais fait la réflexion, je me fais la réflexion quand je me balade sur le site, que c'est beau, c'est léché, il y a une patte, un œil, et que ça se fait pas au détriment de l'efficacité e-commerce. Oui. Après, c'est sûr que de toute façon, si demain on me demande d'inverser mon header et mon footer, je l'ai déjà vu sur des marques de mode, donc c'est pour ça que je le cite. Il y aura une discussion avec l'image et non, aujourd'hui on travaille super bien ensemble et je pense que ce qui fait un peu la force de notre travail aussi en interne, c'est cette capacité des équipes commerciales à comprendre les enjeux image et créa et la capacité des personnes à l'image et à la créa à comprendre les enjeux des commerciaux. Donc on arrive hyper bien à communiquer ensemble et on arrive vraiment à trouver des arbitrages qui, je pense, ne sont jamais au détriment ni de la marge ni au détriment de l'efficacité. Je suis tout à fait d'accord avec ce que veut dire Léa. Je veux en rajouter même parce que on parlait du ROI tout à l'heure avec Depicte et on a vu que la manière dont on utilise ces images avec toutes les marques qui nous utilisent, c'est entre 15 et 30% de conversion, même plus sur certains produits, avec un gain de temps qui, ça dépend évidemment de combien de produits vous avez, combien de la taille de votre équipe. On a vu jusqu'à 20 heures par semaine. Enfin, imaginez 20 heures dépensées sur autre chose de plus utile que de bouger des tuiles en rupture vers le bas. Mais ça, c'est rien. Enfin, je veux dire, il n'y a rien, aucun outil, même Depicte, qui pourra faire mieux que des bonnes images. J'ai vu des milliers de pages collection, de sites. Il n'y a rien qui pourra rendre une page plus attrayante que les photos. Enfin, il faut vraiment, vraiment investir dans ces photos. La conversion est instantanée, 50-60%, même plus. Enfin, j'ai pas de chiffres en tête exact, mais j'en suis sûr, voire plus. C'est conservateur. Et clairement, je vois instantanément quelle marque a besoin de faire son e-merch et de changer ses images. Et l'e-merchandising, c'est juste comment on se sert de ces outils, comment on utilise ces images, parce qu'on peut encore en faire plus une fois qu'on a des bonnes images à travers des outils de merchandising. Mais à la base, il faut du très bon matériel, avec quoi travailler, et c'est les photos. Plein de questions qui viennent ensuite, mais d'abord un petit message pour vous, chers auditrices, chers auditeurs, sur le sujet. Je me souviens du premier épisode que j'avais enregistré avec Flotte, avec Michael et Lily, où ils ont lancé la marque avec 10 protos, un très très bon shooting photo, vraiment mode, bien poussé, vrai photographe, voilà, et un salon, je sais plus lequel, mais un salon fashion, un salon textile, et c'est comme ça que la marque s'est lancée. Mais l'importance du shooting, qui en plus leur a permis après dégrainer des assets sur les 6 mois suivants, parce qu'il faut faire un shooting qui permet justement d'utiliser des assets dans tous les sens, et à différents endroits, il y a différents moments. Hyper intéressant comme épisode. Un peu d'IA dans la création photo ou vidéo, ou pas pour l'instant, ou pas encore? Pas pour l'instant, mais il y a des choses très bien qui se font, notamment sur la vidéo, qui est un sujet qu'on aimerait bien mettre à la roadmap, qui est assez compliqué à adresser parce que ça demande beaucoup d'efforts sur des shootings qui sont déjà longs et coûteux. Donc c'est des choses sur lesquelles on réfléchit et qu'on est en train de tester. Pour l'instant, on n'arrive pas à avoir un résultat qui nous convient, mais je doute pas que ça va très vite arriver. Et en tout cas, l'idée, c'est effectivement toujours cette logique de proposer le maximum de contenu sur un produit. Je pense qu'avec l'IA, ça nous permettra d'aller un peu plus loin. On va aussi tester des solutions pour les packshots qui permettent aussi d'avoir plus de vues, 360, des choses comme ça. On remplacera pas en photographe chez Sœur, ça c'est sûr et certain, mais ça, dans l'idée de venir en complément, je pense qu'on peut aller faire il va y avoir des choses très très bien qui sont en train de sortir là. C'est compliqué de remplacer un photographe. Nous, on a en ce moment une pub qui tourne sur BFM Business pour l'agence, pour Cosa.
entièrement en IA, mais à partir de photos qui auraient été réalisées par mes photographes, enfin mes directeurs artistiques en interne, qui sont d'excellents photographes. Ça sert de base, mais ensuite ça permet d'aller pas mal plus loin, quoi. Clairement. J'ai une question qui me venait, mais elle m'a échappé, donc atterrissons en douceur sur la suite, les grands enjeux et la place de l'IA au-delà des assets, peut-être pour 2026, pour toi, Léa, chez Sœur. Tu parlais de la recherche, phrase longue, du besoin d'accompagnement. Ouais, effectivement, on va mettre la recherche, je pense, à la roadmap sur 26. C'est un sujet qu'on n'a pas forcément priorisé parce qu'on n'a pas un énorme catalogue non plus. Donc, pour moi, c'est un peu un nice to have, mais ça reste un super nice to have. Et de toute façon, on sait que ça va être de plus en plus utilisé parce que c'est notre façon de rechercher qui est en train de changer. Je sais que Depic, tu es en train de travailler dessus. On a d'autres partenaires qui travaillent aussi dessus. Je pense que c'est un peu le gros sujet de 26. Donc, clairement, nous, on va le mettre à la roadmap. Et l'idée, c'est qu'on puisse être plutôt précurseur que d'arriver après. Et sur l'IA, en fait, aujourd'hui, l'IA, il est juste intégré notre quotidien. Dans le run des équipes, pour moi, c'est devenu hyper important, je pense, sur quasiment toutes les tâches qui étaient non automatisées. On est en train d'automatiser avec de l'IA. Je veux juste que personne ne fasse quelque chose de trop chronophage et qu'on pourrait automatiser dans l'équipe. Donc, c'est un peu mon cheval de bataille. Après, sur l'utilisation de l'IA, ça fait des années qu'on utilise des algos sur des sites e-commerce. On va continuer, ils vont juste être de plus en plus performants. Surtout la partie analytics aussi, c'est assez dingue. Enfin, nos outils d'analyse commencent à intégrer de l'IA. Donc, au lieu de passer 4 heures à te taper des session replays sur Content Square, tu vas avoir ton petit résumé avec OK, c'est quoi les points de friction, etc. La partie analyse IA de Shopify Sidekick, trop bien, génial, trop pratique. Enfin, vraiment, juste, je cherche une info, de me dire, alors attends, je vais écrire mon rapport, machin. Bon, pas grave, ça me prenait 10 minutes avant, mais là, ça me prend 3 secondes, c'est incroyable. J'adore. Donc en fait, c'est tous ces petits outils qui viennent nous faire gagner du temps au quotidien et surtout qui nous permettent de garder du temps pour faire des choses vraiment très intéressantes, quoi. Donc c'est super. Et toi, Charles, sur fin 2025-2026, qu'est-ce qu'on peut attendre chez Depic? On a aussi la recherche en ligne de mire. C'est clairement un sujet qui impacte même les géants. Enfin, Google est en train de se faire attaquer. Les mots-clés sont passés de 2 ou 3 en moyenne par Google jusqu'à 9 à 12 sur ChatGPT. La manière de chercher l'information est clairement en train d'être transformée. Et c'est pas une petite transformation, c'est fait. Enfin, ChatGPT, ils ont 500 millions d'utilisateurs dans le monde. L'adoption est ultime et très rapide. Donc, il faut s'attendre à ce que les sites, même d'e-commerce, même de mode, s'adaptent. Et parce que les consommateurs se sont déjà adaptés. On a déjà les données de certaines marques que les phrases deviennent beaucoup plus longues et spécifiques. Il y a aussi un autre rapport de McKinsey qui vient de sortir qui s'appelle State of Fashion et qui dit que 80% des nouveaux utilisateurs se lancent dans une recherche et que sur 69% de ces recherches, les gens sont malheureux et partent. Ça fait à peu près 55% de ton premier client qui part. Et c'est énorme. C'est terrible. Et l'opportunité est très grande. Il faut s'imaginer on dépense une énergie et un budget tellement fou pour faire venir quelqu'un sur son site que effectivement le perdre après une recherche qui est mal gaulée. Et c'est malheureux, mais c'est des limitations techniques. C'est que, mais si on transmet ça en boutique, c'est comme si quelqu'un passait du trottoir à ta boutique, rentrait dans le magasin et que 1 sur 2, tu dis non, j'ai pas de produit. Et il part. Maintenant, on est capable de faire, grâce à l'IA, donc on a 2 clients qui sont maintenant live avec notre nouveau produit recherche qui est, on appelle ça le GPT Search pour e-commerce et pour la mode. C'est vraiment une recherche conversationnelle, il n'y a pas de filtre. On est capable de taper n'importe quoi, je peux taper robe, mais après le chat continue. La marque va me parler. Ok, mais quel genre de robe? Quelle couleur? Quelle occasion? Je dis ok, pour un mariage plutôt coloré, ok, j'ai ces couleurs pour le mariage. Et après, on peut continuer par les tailles, les couleurs, matériaux. Il n'y a pas de filtre.
Et c'est vraiment une nouvelle manière de rechercher pour le consommateur, un gain de temps fou parce qu'on n'a pas besoin de s'expliquer, on peut parler naturellement, on n'a pas besoin de chercher à travers les filtres, d'ouvrir, de fermer, surtout sur mobile. Et pour ce qui est des merchandisers et des équipes e-commerce, il y a aussi un énorme travail à faire en amont. Enfin, on vient de signer un autre client qui n'est pas encore live, mais qui passe 4 heures par semaine de maintenance, de mettre des tags sur leurs produits. Enfin, c'est colossal, très chronophage. Et tout ça, c'est automatisé maintenant. On enrichit votre catalogue grâce à l'IA, on analyse l'image et on est capable de créer des filtres que vous prendrez jamais le temps de faire, quoi. Au-dessus du genou, en dessous du genou, dentelle, pas de dentelle, manche courte, transparent. Enfin, maintenant, l'IA le fait et on peut se focaliser sur l'expérience. Formidable. C'est un beau mot de la fin, je crois. Léa, ça te va? Parfait. Bon, merci à tous les deux, c'était passionnant. Léa Morali, M-O-R-A-L-Y, si je dis pas de bêtises, sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation, et évidemment allez faire un tour sur sœur.fr pour voir tout ce dont on a parlé depuis 1h10 maintenant. Et bien sûr Charles Binet, B-I-N-E-T, si vous avez des questions sur LinkedIn, et depict.ai pour aller voir l'outil, éventuellement et j'en suis certain, le tester, puisque il y a du freemium et on peut le tester gratuitement. C'est vrai que la page ensemble, je crois que c'était sur la version freemium que je l'avais testé. Voilà. Merci à tous les deux, merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner au panier sur YouTube, sur, j'allais dire Shopify, mais Spotify, sur Apple Podcast, bref, là où vous nous écoutez ou nous regardez. Et merci encore à tous les deux pour cet échange. Merci. Merci. À bientôt.